Salut, bienvenue sur le 3e épisode de Hors-Zone. Aujourd'hui, je suis avec Maïté, bienvenue. Maïté, c'est une femme multicasquette qui n'a pas froid aux yeux. Et dans cet épisode, elle nous raconte comment elle a décidé de quitter un super poste à responsabilité dans une grosse multinationale pour se retrouver quelques mois plus tard en Guadeloupe à monter sa boîte dans la gestion des déchets et à prendre la tête d'un espace de coworking. J'espère que ce parcours hors du commun vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. Place maintenant à ma conversation avec Maïté, bienvenue. Salut Maïté. Salut Jude. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va très bien, très bien. Écoute, je suis ravi de t'accueillir sur ce nouvel épisode du podcast Hors-Zone. Merci à toi d'avoir pensé à moi. Merci d'avoir accepté mon invitation. On fait encore ce podcast donc au Spot Coworking, situé à Jarry en Guadeloupe. Et on inaugure justement la salle de podcast du Spot. Donc surtout si vous avez des contenus à faire, des podcasts à enregistrer, la salle du Spot elle est là pour ça. Donc il y a tout le matos pour ça. Donc venez et on vous accueillera. Voilà, donc Maïté, moi j'ai voulu t'avoir sur ce podcast parce que je pense que tu représentes vraiment un peu l'esprit que je veux montrer en fait dans ce podcast. Donc je te propose on commence direct. Hein. Toi Maïté, tu es alors j'ai une petite question ice-breaking on va dire. Donc voilà. En fait tu es ingénieur agroalimentaire. Ancienne directrice d'usine chez Danone, sur Paris donc. Tu viens d'intégrer une équipe de reprendre le Spot Coworking en Guadeloupe, après avoir passé des années à Paris. Tu es entrepreneuse dans le domaine de la gestion des déchets. Tu es également windsurfeuse. Et maintenant, tu es futur matelot, puisque tu viens d'avoir aujourd'hui même ton permis bateau. C'est ça. D'accord. Bon, bravo Maïté déjà. Merci. Mais en fait, ça m'inspire juste une question. Si je parle de zone de confort, tout simplement, ça t'inspire forcément quelque chose avec un parcours pareil et qu'est-ce que ça t'inspire, tout simplement ? Alors c'est complètement ça. En fait, mes années chez Danone, au fur et à mesure, dès la première fois, je suis assez vite sortie de ma zone de confort. J'ai fait 4 postes différents chez Danone. Et au fur et à mesure, j'ai monté en compétences, j'ai gagné en confiance en moi et du coup, j'ai élargi ma zone de confort. On voit souvent le petit cercle qui est très proche et au fur et à mesure qui s'élargit, c'est totalement vrai. Donc tu parles de zone de confort, donc ton domaine de compétence, quoi. Mon domaine de compétence, on va dire le travail dans lequel je me sentais à l'aise, on va dire. Ce qui me stresse pas, ce qui fait que tu arrives, tu sais ce que tu fais, comment tu le fais, tu maîtrises entièrement ce que tu fais, etc. Mais moi, je suis toujours partie du principe, y compris dans mon dernier poste où j'étais manager, que pour progresser dans la vie, il faut sortir de sa zone de confort. Ouais. Mais ça génère du stress quand même. Alors, il peut y avoir un stress positif, mais il faut savoir le doser, on va dire. Et un jour, j'ai découvert la Guadeloupe et ça m'a aidé vraiment à sortir totalement de la zone de confort. Ouais, mais là, tu vas... par rapport à justement... toi, sans parler forcément de Danone ou de la Guadeloupe... Donc pour toi, il faut sortir de cette zone de confort pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir avancer. Pour moi, oui. Après, je pense que ça dépend beaucoup des personnes. Mais pour moi, oui, c'est plus facile. Ça crée un enrichissement, en fait. Ça crée une découverte et donc une curiosité qui donne envie d'être un petit peu effleuré. On a envie d'aller voir où ça peut nous mener, etc. Donc pour moi, oui, c'est important de ne pas tomber dans la routine et de sortir de sa zone de confort. Mais tout le monde ne serait probablement pas d'accord avec moi. Il y a des gens qui aiment et qui ont besoin de rester dans leur zone de confort. Parce que tu t'ennuies en fait si tu ne bouges pas. Moi, je m'ennuie, oui, c'est ça. J'ai besoin un petit peu de nouveaux challenges. D'accord, ok. Mais justement, parlons. En fait, en gros, on va aborder quelques thèmes, tout simplement. Parlons de ton parcours, déjà. Donc toi, tu as, donc, comme je disais, de formation ingénieur agro. Tu as fait une école d'ingénieur ? Oui, à Beauvais. Ton école, je la connais pas du tout. Je sais pas ce que c'est. Donc, c'est quoi ton école ? Elle s'appelait à l'époque ISAB à Beauvais. Après, elle s'est appelée La Salle Beauvais. Maintenant, c'est Unilasalle, je crois. En gros, c'est une école d'ingénieurs comme il y en a 50 en France en agroalimentaire. Il n'y a rien de particulier dans l'école que j'ai fait.
On va dire que ce que j'ai essayé de faire quand j'étais en école d'ingé pour me sortir de la masse, c'est parce que ça m'amusait, sinon je m'ennuyais, c'est d'organiser, d'être dans les bureaux, dans les choses comme ça. Ah, les bureaux d'association. Les bureaux oui, d'association, okay. les AG, comme ils appellent ça, les rassemblements d'étudiants, pour soit organiser des grosses soirées à 2000 personnes, soit des tournois de rugby internationaux qu'on avait ça à Beauvais. Donc c'était très sympa. D'accord. C'est pour ça que j'avais choisi l'école. En plus, Beauvais, quoi. Beauvais, ouais, the place to be. Connu internationalement. Ouais. Et c'est cool. Et justement, pourquoi l'agroalimentaire ? Ça vient d'où ? Alors ça, c'est un peu une erreur, entre guillemets. Enfin, c'est pas une erreur, mais à la base, je voulais faire ingénieur chimiste. Et 4 mois ou 6 mois avant le bac, je me suis rendu compte que c'est plus du tout ce que je voulais faire. Tu as fait quel bac déjà ? S. Ouais, évidemment. Maths. Et du coup, je savais pas trop. Je voulais pas faire maths, je voulais pas faire chimie, donc il restait bio, tout simplement. Un peu le hasard, quoi. Et par contre, très vite, dans mes études d'ingé agro, j'ai senti que je voulais faire de l'usine. Parce que moi, je suis plus à l'aise avec... j'aime comprendre comment les choses fonctionnent. Je suis fan de Lego, toi aussi. Pourquoi tu avais le choix entre quoi et quoi ? Oui. Alors, j'avais le choix entre marketing, communication, vente. J'avais le choix un peu entre prévalorisation santé, donc plutôt tout ce qui est PNNS, donc tout ce qui est programme santé, vraiment. Ouais. Et dans ce qui est aussi recherche et développement de nouveaux produits. Donc ce qu'on appelle un petit peu les personnes qui vont faire ta recette au départ, qui vont faire tes nouveaux produits sur le marché. Et moi, j'ai choisi dans plutôt qualité et industrie, pour être vraiment au cœur de l'aliment lui-même et des machines surtout. Ok, d'accord. Et du coup, tu as fait 5 ans d'école ? Voilà. Ok. Ouais. Donc diplômé en quelle année ? 2010. Ok. Diplômé en 2010. D'accord. Donc il y a 10 ans tout pile. C'est ça, exactement. Et tu rentres direct chez Danone ou Oui, je suis ce qu'on appelle un bébé Danone. Donc en fait, j'ai fait mon stage de fin d'études là-bas, en qualité. Après, je suis passée pendant 1 an dans une usine pour faire ingénieur en production. Après, je suis partie 5 ans. J'avais un boulot international en ingénierie. Donc en fait, tout ce qui est, tu t'occupes de l'usine. Enfin, moi, j'avais 90 usines à m'occuper dans le monde. Beaucoup voyagé, c'était très intéressant. Et après, là, les 2 dernières années, je suis devenue manager et je suis devenue responsable d'une petite usine de production qu'on avait. Ok. Et quand tu voyageais, c'était quoi ton activité ? Tu faisais quoi ? Alors, je développais en fait un programme. Donc, je formais les gens. J'avais créé le programme, je formais les gens et après, je les coachais pour qu'ils déploient la formation. Le but, c'était de... quand on construit une machine, c'est comme quand on construit une voiture, etc. Il y a une bonne façon et une mauvaise façon de faire. Moi, mon but, c'était de former tout le monde à la bonne façon de faire pour pas qu'il y ait d'endroits comme dans ton lave-vaisselle où tu peux avoir des zones où tu peux avoir un développement parce que le jet va pas partout, des choses comme ça. Donc, toi, tu fais en sorte que tout soit ce qu'on appelle de la conception hygiénique et que tout soit bien nettoyé. D'accord. Ce qui est un peu très important en agroalimentaire quand même. Donc, tu as développé un programme de formation Oui, c'est ça. Ok. De formation, de coaching. En fait, c'est une méthode qui te permet d'analyser tous tes process, donc tes cuves, tes pompes, des choses comme ça, tout ce qu'on appelle ton embouteilleuse, ce qui va mettre l'eau dans ta bouteille. Je travaille dans les eaux et boissons chez Danone. Et donc, en fait, tu analyses chaque process, chaque machine, et tu te dis, là, je peux améliorer ça, là, je peux améliorer ça, etc. etc. Mais enfin, je veux dire, à ce que je comprends, tu as fait ça vraiment en tout début de carrière quand même ? Oui. Donc on t'a fait confiance pour... Oui. D'accord. Okay, en fait, quand j'étais en stage, j'ai développé le support pour faire ça, mais je travaillais avec les experts. Donc moi, j'ai écrit toutes les règles, etc. Ils m'ont expliqué pourquoi il y avait les règles. Et après, ils m'ont dit, maintenant que tu as un petit peu la Bible interne, va déployer en fait, dans les pays... Donc on a 13 pays, donc il y avait l'Indonésie, la Chine, le Mexique. T'es parti en Indonésie pour former des gens 5 ans. Pendant 5 ans, ouais. T'as fait 5 ans en Indonésie ? Enfin, j'y allais tous les ans, plusieurs fois par an. D'accord, ok. Ouais. C'est génial. J'ai fait beaucoup de voyages, c'était super. C'est une opportunité. Mais ça, c'était complètement en dehors de ma zone de confort, parce que mon premier travail en effet faire ça, je doutais énormément. Mais quand on est entouré des bonnes personnes et qu'on a un manager ou une équipe qui nous fait confiance avec laquelle avancer, c'est plus facile. D'accord, donc en fait, ça veut dire que tu as réussi à faire ça aussi parce que tu étais bien entouré, bien coaché, bien managé. Complètement. Ok, d'accord. Très bien. Donc c'est évidemment ta compétence que tu as mise en œuvre, accompagnée d'un bon management. Super. Et du coup, suite à ça,
tu passes sur des postes de manager. Voilà, suite à ça, j'en ai eu marre des déplacements. Ça peut paraître paradoxal, Ah, mais ouais. au bout de 5 ans, j'en avais marre. J'étais très très souvent en déplacement. Ouais. Et donc, j'ai décidé et je voulais devenir manager en effet, parce que là, je faisais ce qu'on appelle du management transversal. C'est-à-dire, tu as des équipes que tu manages, mais pas en direct en fait. Hiérarchiquement, elles ne dépendent pas de toi. Ouais. Mais en revanche, toi, tu dépends du fait qu'elles avancent. Donc, Ouais. c'est un petit peu... C'est différent que le hiérarchique. Et je voulais du hiérarchique et je voulais retravailler dans une usine plus terre à terre. Enfin, plus... Pourquoi, justement Euh, Tu ne te sentais pas à l'aise Ah si, j'adorais le management transversal, mais j'avais envie d'avoir mon équipe à moi, avec laquelle travailler. J'avais envie de développer des gens aussi. Parce qu'en fait, le management, pour moi... Je l'avais dit à Danone quand il m'avait recruté, il m'avait dit, pour toi, c'est quoi un bon manager ? Et je leur avais dit, moi, c'est quelqu'un qui arrive à donner les moyens à son équipe d'avancer, de réussir. Et du coup, j'ai toujours voulu essayer ce que j'avais dit. D'accord. Voilà, donc j'ai fait ça. Donc j'ai eu l'opportunité de faire ça. Donc on était une petite équipe, on était 5 dans l'équipe. Mais c'était génial. J'ai eu du mal à partir de Guadeloupe parce que j'adorais mon précédent boulot. À venir en Guadeloupe. Oui, Ok, venir en Guadeloupe, ouais. partir de Paris, ouais. Et cool, super. Et du coup, en quelle année tu deviens manager alors ? Il y a 2 ans et demi, donc en 2017, je pense. Et tu prends la tête d'une usine directement ? C'est une micro-usine, en fait, c'est une usine pilote, on appelle ça. C'est une usine qui va faire les futurs produits que tu vas trouver sur le marché. Okay. Si on a un nouveau packaging, si on a une nouvelle recette, etc., elle passe, ou si on a un nouveau process, ça passe par mon usine. D'accord. Ok. Et tu manages combien de personnes ? Alors, au départ, 3, et après, 5. D'accord. Et tu as eu tu as été formé à ça, au management ? Oui, j'ai eu des formations internes, j'ai eu le suivi des RH et j'avais un très très bon manager qui me formait en fait. Moi, je le formais sur la partie internationale et lui m'a formé au management en fait de proximité. On était très complémentaires ensemble donc. D'accord, super. Mais justement, alors du coup, j'imagine que dans une usine alors, je sais pas, moi quand j'entends usine, j'entends direct milieu très très masculin, très avec des personnes peut-être même, désolé pour le cliché, hein, mais proche de la retraite, voilà. Comment tu fais toi en tant que Maïté, 5 ans d'expérience en fait, pour t'imposer dans une équipe Alors la chance que j'avais eue, c'est que j'avais été ingénieur moi-même en production dans la même usine. Donc je savais de quoi je parlais. Ouais. Et en fait, mon expérience internationale m'a beaucoup aidée pour le coup. Je commençais à avoir des compétences très intéressantes. Je connaissais au moins de vue les gens que j'allais manager. Et en fait, la première chose que j'ai fait de manière très basique, c'est de partir en séminaire avec eux au tout départ. Ouais. À Évian. Donc c'est toi qui décides de les emmener en séminaire avec l'accord de mon chef bien sûr, mais je propose de les emmener en séminaire pour que en fait on établisse un peu quelque chose les bonnes bases. Donc de se dire voilà au niveau présent et au niveau futur, voilà, qu'est-ce que tu voudrais changer, comment ça se passe pour toi et pour l'usine. Parce que le but c'était de faire 2 choses en parallèle, c'était l'usine en elle-même, comment on la rend plus performante, c'est quand même le but dans une usine, et toi-même comment je te rends plus performant entre guillemets et comment tu veux te développer, etc. Donc j'ai mis ces 2 choses-là en parallèle. On a fait après tout ce qui est team building, etc. Pendant 2 jours, qui est assez classique dans les grosses boîtes. Hein. Et ça nous a beaucoup rapprochés et je leur ai vraiment proposé de s'exprimer, de dire tout ce qu'ils voulaient en fait. C'était nécessaire. Ils avaient tous la même frustration en fait dans l'équipe que les rôles et responsabilités soient pas assez clairs, donc ils se marchaient tous dessus. Donc une des premières choses que j'ai fait, c'est de les séparer, ce qui moi m'a doublé mon temps. Parce que j'avais 2 fois plus de monde, donc j'ai pu doubler les productions, ce qui était bien, parce que ça a doublé la performance de l'usine. D'accord. Juste parce que je les ai écoutés, en fait. Super. Il faut juste écouter les gens, hein, souvent. Mais c'est génial, ça. Et du coup, meilleure performance, donc du coup, j'imagine meilleur rapport avec tes équipes. Oui, tout le monde était content, les chefs étaient contents, tout le monde est content, les équipes, ça se passe mieux... Donc, tout le monde était content. En plus, mon chef et moi, on était nouveaux, entre guillemets, dans ce poste-là. Donc, non, ça s'est très bien passé. Ok, du coup. Okay. Et du coup, pourquoi arrêter ? Pourquoi quitter ? Qu'est-ce qui se passe ? Burn-out, dépression Alors, il s'est passé différentes choses dans ma vie qui ont fait que des choses plus ou moins
positive, on va dire. Je suis venue en vacances en Guadeloupe, ça c'était très positif, mais totalement par hasard, pour suivre 4 amis qui venaient. Je ne savais pas quoi faire, j'étais disponible, donc je suis venue. Et j'ai eu un coup de cœur pour l'endroit. Mais bon, je suis rentrée chez moi et je me suis raisonnée. Parce que quand on a toute une vie construite, une carrière construite, on ne se dit pas qu'on va tout quitter sur un coup de tête. Et puis une carrière prometteuse en plus, parce que j'imagine que tu avais une voie toute tracée en fait à Danone. C'est ça, et j'aimais Danone. Je veux dire, c'est une boîte que je considère à l'heure actuelle. J'exclus pas d'y retourner, parce que je suis en année sabbatique. Est-ce que tu avais l'impression d'avoir un vrai sens dans ce que tu faisais ? Parce que généralement, c'est souvent ça. On a beaucoup d'entre nous ont été justement embauchés dans des grosses entreprises quand on sortit d'école. Et c'est souvent ça, en fait, qui nous fait... C'est exactement ça. Manque de sens. Pourtant, Danone est une boîte, là, on l'a vu dernièrement, ce qu'ils ont publié, ils vont mettre 2 milliards d'euros dans des projets sociaux et sociétals. Mais même avec ça ne change pas le problème pour moi que ça reste un grand groupe agroalimentaire qui produit. Et à partir du moment où on produit, la croissance verte est pour moi très compliquée. Donc là, ils ralentissent du coup la croissance pour faire au mieux, ce qui est très bien. Et je suis quand même profondément persuadée que des fois, c'est plus facile de changer les choses de l'intérieur aussi. Mais mine de rien, j'avais l'opportunité de partir, en fait. De quitter Danone ? De quitter Danone, mais entre guillemets. Parce que le congé sabbatique, l'intérêt, c'est que je peux faire de 1 à 3 ans. Oui, alors ça, tu vas un peu vite. Effectivement, tu as pris un congé sabbatique de Danone. Voilà, mais c'est important parce qu'en fait, j'ai eu besoin de garder quand même une sécurité. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est j'ai découvert la Guadeloupe. Je me suis dit, c'est quand même sympa ce modèle de façon de vivre comparé à ce que j'avais à Paris. Moi, je ne connaissais pas d'autres modèles que Paris. J'avais voyagé, mais j'avais voyagé dans le cadre du travail ou en tant que touriste, mais tu restes toujours très loin. Là, quand je suis venue en Guadeloupe... Ça fait combien de temps t'es venue en vacances ? 1 semaine, ça suffit. D'accord. Même pas. Okay. Mais en faisant de la planche à voile ici, en découvrant des gens ici, ça m'a fait me poser des questions quand je suis rentrée. Donc pendant 6 mois, je me suis posé des questions. Je me suis dit, on quitte pas toute une vie sur un coup de tête. Et la manière assez horrible, c'est qu'en fait, mon chef, avec qui je m'entendais très bien, dont je t'ai parlé, est décédé en déplacement professionnel. Comme ça, un mauvais endroit, mauvais moment, voilà. Et c'était quelqu'un qui savait ce qu'il voulait dans la vie et qui n'avait aucun regret. Et donc forcément, à ce moment-là, je me suis posé la question de est-ce que, si moi je mourais demain, est-ce que j'étais sûre d'être au bon endroit au bon moment ? Et la réponse a été non. Donc je suis revenue en Guadeloupe. Introspection personnelle suite à un moment un peu tragique. Ouais. Au départ, je me suis dit que j'allais juste prendre des vacances et revenir en vacances en Guadeloupe et que ce serait déjà pas si mal. Et je suis revenue une première fois, 6 mois après. Ça, c'est quelle année à peu près ? On est quand là ? On est en 2018. Ok. Et du coup, je suis revenue... la première fois que je suis venue, c'est en avril 2018. La deuxième fois, c'est en novembre 2018. Et quand je suis repartie Enfin, quand j'étais en Guadeloupe, ça se passait très bien. J'ai découvert le spot à ce moment-là. Ouais, le spot coworking. Donc un lieu en fait, où les gens échangent énormément. Il y a une énorme synergie. Il y a beaucoup d'énergie positive. Et c'est beaucoup d'auto-entrepreneurs. Un monde dans lequel je ne connaissais pas du tout. Mais j'ai eu envie de construire quelque chose en fait en Guadeloupe. J'ai eu envie de me projeter et de faire des choses ici. Et quand je suis revenue, du coup, je me suis dit que non, il fallait arrêter ma vie d'avant en fait. Mais ça m'a pris 1 an pour revenir. Parce que je suis là depuis janvier. Depuis janvier 2020. Exactement. L'année dernière, je faisais des allers-retours. Ok. Je vais expliquer ma démarche si tu veux, petit à petit. Je te remercie de prendre un peu de temps. Donc, ok, super. Donc, on a bien compris le pourquoi, le comment. Donc, mais bon, cette histoire de congé sabbatique, quand même, tu as gardé une petite sécurité quand même. C'est pas juste un coup de tête comme ça, c'est réfléchi, c'est calculé. Si tu veux, je peux te dire un peu toute la démarche régulière qui m'a fait venir à ça. Parce que c'était assez progressif en fait. Ouais. Donc en fait, au départ, je venais qu'en vacances. Ouais. Je suis venue 3-4 mois comme ça. J'avais pris mon 13e mois en congé. Et donc j'avais beaucoup de vacances. Donc tous les 2 mois, je venais 10-15 jours en vacances. Mais être en vacances ici, c'est bien. Mais pour moi, c'était pas suffisant. Je voulais vraiment faire quelque chose qui avait de l'importance. Et j'ai vu tous les déchets qui étaient sur la plage, etc. D'accord. Et je travaille dans le plastique, donc j'en ai créé beaucoup des bouteilles plastiques. Ouais. Et même si c'est recyclable, on est d'accord que pour moi, c'est loin d'être le problème niveau déchets. Ouais. Clairement, c'est quand même pas une solution. Ouais. Il y a des pays où c'est nécessaire. Je pense que les pays en voie de développement, c'est nécessaire. Mais les pays où il y a l'eau potable, on peut se poser la question. Donc, j'ai vu les déchets, j'ai vu ça. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, je voudrais construire quelque chose en Guadeloupe, mais comment faire ?
Ok. Parce que vraiment, D'accord. je quitte Danone. Ça fait 10 ans que je suis là. J'ai en effet une carrière toute tracée, très intéressante. Le groupe, j'apprécie énormément. Vraiment, d'un point de vue social et sociétal, pour un groupe agroalimentaire, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Ça correspondait à ma philosophie d'une certaine manière. Mais je ne voulais pas continuer quand même. J'avais besoin d'un moment d'arrêt. Donc je me suis dit, voilà, je peux faire un sabbatique. Un sabbatique, c'est 1 an. La plupart des gens font un tour du monde pendant un sabbatique. C'est ce que j'allais dire, ouais. Voilà. Moi, je me sentais pas le courage de le faire, paradoxalement. Ouais. Et j'avais envie d'être à un endroit pour créer. Et vraiment, la Guadeloupe, j'avais envie de la Guadeloupe. J'avais pas envie d'autre chose, quoi. Donc, D'accord. quand on me disait, ouais, mais t'as 1 an pour voyager. Avant, j'aurais rêvé de ça. De faire un tour du monde. Oui. Ok. Mais là, c'est plus ce que je voulais. Ce que je voulais, c'était la Guadeloupe. Donc, Mais pas que pour le soleil, Non. est-ce que je comprends? Non, c'est en fait ici, je trouve qu'il y a énormément d'opportunités de créer des choses. Il y a beaucoup de choses à faire, qui restent à faire, et les gens ont une très grosse bienveillance et un très gros accueil aussi. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. C'est un peu un gros village, la Guadeloupe. Alors, du coup, tout le monde se connaît, oui, mais moi, je trouve ça plutôt positif. Les gens sont très bienveillants entre eux. D'accord. Donc au départ, voilà, je me dis, je fais ça. Je me dis, je vais. Alors si je prends le sabbatique tout de suite, le problème c'est que je ne sais pas ce que je veux faire encore. Parce que la possibilité la plus simple, c'est de me dire, je pars en sabbatique, je retrouve un emploi plutôt dans le développement durable, plutôt que dans l'embouteillage. Mais je reste salarié. Au départ, je Donc, parlais en fait, le sabbatique, c'est comme une dispo, c'est ça. c'est-à-dire que tu te mets en disponibilité de ton contrat, donc Ouais. tu restes avec le même contrat vis-à-vis de ta première boîte, sauf que tu n'as pas de salaire, Voilà, et par contre, tu peux aller travailler ailleurs. exactement. Si c'est Vraiment, pas concurrentiel, ouais. Tout Si à c'est fait. pas concurrentiel. Si c'est pas concurrentiel, je peux D'accord. pas aller travailler pour Capes. D'accord, possible, ça. ok. Non. Ok, De toute façon, j'en ai pas envie. Donc, d'accord. mais non, par contre, tu as le droit, en effet, de retravailler. Tu n'as pas le droit de toucher le chômage si tu ne travailles pas. Donc tu peux pas toucher le chômage Non. quand tu prends ton année sabbatique. Voilà. Tu bosses 6 mois pendant ton année sabbatique Tu bosses, si tu bosses, tu fais comme tu veux. et Si- tu mais peux si retoucher tu bosses- chômage. Tu peux toucher Voilà, le c'est chômage ça. pendant 6 mois après. C'est ça. Pendant ton année éventuellement, sabbatique. Ouais, D'accord, ok. c'est ça, exactement. C'est quand même. C'est particulier, hein, comme. Ouais. Ouais. Et donc, mais au départ, je voulais pas faire ça parce qu'au départ, je ne savais pas ce que je voulais faire. Et en plus, un congé sabbatique 3 mois, c'était trop rapide pour mes équipes. Ça faisait 1 an que j'étais à ce poste-là. On avait hyper bien avancé tous ensemble. Oui, on ça, avait beaucoup ça, je ne de t'ai pas projets. posé la question, Ouais. mais comment tu prépares tes équipes également Ouais. à ce que tu partes en plus Alors, pour une période plutôt courte. Ça veut dire que tu C'est es en ça. entreprise depuis 1 an, tu pars 1 an et pour demi, 1 an. J'étais là depuis novembre 2017 et là on est en... non alors ça va pas. J'étais là depuis novembre 2016 peut-être et là on est en février 2018. Ouais. Donc 1 an et Ok. demi 1 an et après, demi, ouais. quand je prends la décision en effet de me dire il faut que je parte. Alors au départ j'ai aussi discuté avec mon chef surtout. J'ai pris très longtemps à discuter avec mon chef pour qu'ensemble on se dise qu'est-ce qui est le mieux pour mon projet et pour l'équipe. Donc ce qu'on s'est dit, moi j'avais besoin de temps pour réfléchir et l'équipe avait aussi besoin de temps pour qu'elle gagne en maturité, en indépendance et trouver quelqu'un pour me remplacer. Sauf que moi je voulais du temps. Donc en fait j'ai pris un mi-temps. J'ai proposé un D'accord, mi-temps. dans un premier temps. Ouais. Ok. J'ai annoncé ça le 1er avril quand même. C'est pas très... Donc j'annonce à mon chef le 1er avril que je veux partir. Je lui dis moi je voudrais un sabbatique mais c'est trop tôt. Il m'a dit oui c'est trop tôt, on va pas s'en sortir, etc. Et j'entendais ça et je voulais surtout pas qu'il y ait un problème avec mon équipe. Donc on s'est dit que j'allais prendre à partir de juillet un mi-temps. Mais un mi-temps en Guadeloupe, ça peut pas être 2 jours ou la moitié de la semaine. Ah, tu as proposé un mi-temps en Guadeloupe. Bah, Tu bosses un mi-temps à Danone, Ouais. le reste du temps, tu es en Guadeloupe. C'est ça. Donc j'ai proposé un mi-temps 1 mois sur 2. Et j'ai fait D'accord. ça pendant 8 mois. C'est quand même un peu culotté quand même. Tout à fait. Et Ouais. à la suite du mi-temps, enfin, à la fin du mi-temps, j'ai dit mais moi je veux toujours partir en sabbatique. Donc non seulement je fais un mi-temps, mais à la fin du mi-temps, je prends le sabbatique. Mais ça arrangeait tout le monde mon mi-temps. Parce que le sabbatique n'était pas de suite, Ouais. qu'on gardait les projets. Finalement, j'étais quand même payée 2 fois moins. Hein. Mi-temps, je Ouais. suis payée 1 mois sur 2. Mais moi, ça me permettait d'avancer ici 1 mois sur 2 et de garder quand même la stabilité que j'avais à Paris. Parce que je suis dans l'inconnu, là. Je suis complètement... Là, pour être hors de ma zone de confort, j'étais hors de ma zone de confort. Un pays que je ne connais pas. Des gens que je ne connais pas. Je connaissais très peu de monde ici, même si le peu de personnes que je connaissais ont été très... vraiment clés, quoi, honnêtement.
Mais je ne sais pas ce que je vais faire. Voilà. Donc, j'ai pas de logement, j'ai pas de travail. Je ne sais pas ce que je vais faire, puisque même au-delà de ne pas avoir de travail, je ne sais plus dans quoi je veux travailler. Ah oui, parce qu'il y avait une remise en question par Il y rapport avait une même à ce remise que en tu question. voulais. Je ne voulais pas juste être salariée dans l'agroalimentaire en Guadeloupe. Donc tu cherchais toujours ce que tu savais que tu voulais amener quelque chose, mais tu ne savais pas encore quoi. Je ne savais pas quoi. Exactement. Okay. Donc mon premier mois ici, j'ai cherché. Je me suis dit, bon, il y a des déchets partout. Comment ça marche les déchets en Guadeloupe? Donc j'ai fait un diagnostic le premier mois. Mais on reviendra sur ça après. Mais là, juste pour finir, donc j'ai demandé ça à Danone. Ouais. Mais comme je l'ai amené d'une certaine manière, ça les arrangeait, ça nous arrangeait tous en fait. Ouais. Donc ça a été accepté. Et donc j'ai fait ça. 1 mois sur 2, de juillet à... là, ça s'est fini en janvier-février. Ouais. Et 1 mois sur 2 à Paris, responsable de l'usine. Et un mois sur 2 ici à chercher ce que j'allais faire. Et tu as arrêté vraiment de bosser pendant le mois où tu étais en Guadeloupe? Parce que c'est déjà le mi-temps... Généralement, c'est du mi-temps déguisé. J'arrêtais de bosser pour l'usine, mais j'avais des fois des coups de fil pour aider mon équipe à distance. Le premier mois où je suis partie, ça s'est pas du tout bien passé, parce que j'ai vraiment complètement décroché. Et quand je suis revenue, ça a été la catastrophe. J'ai dû gérer 2 semaines d'urgence et 2 burn-out, donc je n'ai pas voulu recommencer ça. Donc en fait, après, à distance, ce que je faisais, c'est que je faisais des points toutes les semaines avec mon équipe. Ok. Ça ne prenait pas longtemps, franchement. Et voilà. Au moins, moi, j'étais tranquille et sereine. Eux aussi, tout le monde était content. Et voilà. Il y a un moment, je veux dire, à partir du moment où Danone accepte ça, je considère que je pouvais faire un effort aussi. Oui, quand même. Voilà. Ouais. On est d'accord. C'est pas juste au retour des choses. Surtout que je voulais surtout pas que ça affecte mon équipe. Ouais. Et forcément, ça les a affectés. Ouais. On peut pas, entre guillemets, avoir un chef 1 mois sur 2 et que ça affecte pas. C'est très naïf de penser que ça n'allait rien faire. Ouais. Mais bon, c'était une expérience qui a été concluante parce que ça leur a développé une grosse indépendance, par contre. Ouais. Absolument. Super. Voilà. Et donc, au bout de 8 mois, tu t'installes définitivement, tu obtiens ton congé sabbatique. Voilà. Et tu t'installes définitivement. Donc là, on est en janvier 2020. C'est ça. Ok. C'est ça. Et du coup, tu as trouvé là quoi faire? Enfin, en janvier justement, j'avais trouvé avant. En fait, avant, j'étais partie 1 mois sur 2. Ouais. Et pendant le mois où j'étais là, je cherchais quoi faire. Donc très vite, je me suis dit, je vais essayer les déchets. Ouais. Alors, au départ, j'ai essayé de trouver un boulot en environnement global même, avant de faire mon 1 mois sur 2. Mais on m'a expliqué que potentiellement, il faudrait que je recommence à 0, c'est-à-dire post-bac, enfin post-école d'ingé. Effectivement, ouais, c'est un peu le problème. Et en fait, souvent. Franchement, je me suis dit que je gagnais plus, limite, en étant chez Danone 1 mois sur 2, qu'en recommençant à 0, en fait. Donc, il n'y avait pas de sens. Du coup, je me suis dit, tant pis, ce mois-là. En plus, je peux aussi profiter, etc., quand même de la Guadeloupe. Et je peux vraiment chercher comme je veux. Et je peux me donner l'occasion de me louper totalement, en fait. Mm-hmm. C'est quand même un confort génial de se dire que tu peux tester tout ce que tu veux parce qu'il n'y a pas de mauvais choix en fait. Tu testes en fait. Tu te dis, moi mon année sabbatique c'est je teste. Ouais. Je fais des tests et voilà. Ça va m'amener dans une direction ou pas, mais au moins j'aurais testé tout ce que je voulais tester. Donc le 1 mois sur 2 je teste, je fais un diagnostic de ce qui existe en Guadeloupe. Je me rends vite compte que le problème à cette époque-là c'était la collecte. Maintenant il y en a un autre, mais à la base c'était la collecte. Parce qu'il n'y a que 10% des déchets recyclés, les déchets jaunes, qui arrive à l'usine de tri de la Gabar. D'accord. Alors, dis-nous en plus, parce que moi, je t'avoue que c'est pas du tout mon domaine, donc... Mais moi non plus, à la base. À la base, moi, je produis du plastique, je je le collecte pas. Mais ce qui se passe en Guadeloupe, c'est que tu as... Donc, la collecte, il n'y a pas la poubelle jaune partout. Elle y est de plus en plus, mais à l'heure actuelle, on en est à 30 ou 40% de la population seulement. La poubelle jaune, c'est la poubelle des déchets recyclables. C'est ça. Donc, tout ce qui est plastique, carton, aluminium. Ok. Donc ça tu n'as pas, donc forcément c'est ça qui bloque en fait beaucoup sur l'individuel. Et après tu as des bornes d'apport volontaire où les gens peuvent amener soit même les déchets jaunes, très bien, ou alors tu as la déchetterie carrément. Après une fois que ça arrive là, le tri est très bien fait. Il y a Ecodec qui fait ça, c'est une boîte privée, ils font ça très bien, il n'y a pas de souci. Et après, avant, ça allait dans une autre usine en Martinique pour la partie recyclage du plastique au moins. Moi, du coup, je voulais finir la boucle que j'avais créée. Donc, j'ai amené du plastique. Mm-hmm. Le but étant d'être sûr qu'il était acheminé jusqu'au bon endroit. Voilà. Okay. Sauf que l'usine de recyclage, pour cause de pas assez de volume, ce qui est assez paradoxal quand même, a fermé en décembre. Elle a fait faillite. D'accord, ok. Voilà. Ouais. Mais ça, je l'ai appris comme tout le monde en décembre. Pourquoi il n'y avait pas d'acteur qui s'occupait de ça? Ils perdaient 600 000 € par an. D'accord. C'est beaucoup pour une usine. Ouais.
Il y en a qui m'ont dit, t'as qu'à la reprendre. Oui, c'est vrai que ça aurait été une possibilité, effectivement. Ah bon, ils sont 400 dans l'usine, hein, c'est pas une petite. C'est abattu. Puis reprendre une usine qui perd 600 000 euros par an, je sais pas si c'est une très bonne idée. Ouais. Mais non, en fait, il faut changer le modèle. Et le problème, c'est que si tu t'attaques pas au début de la ligne, la fin de ligne, ça changera pas le problème. Ouais. Donc là, ce qu'il faut, c'est s'attaquer à la collecte, beaucoup. Parce qu'en fait, si ça finit pas dans la poubelle jaune, qu'est-ce qui se passe ? Soit ça finit dans la nature, soit ça finit dans la poubelle de déchets ménagers. Et ici, les ordures ne sont pas incinérées en plus. Elles sont stockées, elles sont enfouies. Mais du coup, enfouir du plastique, ça n'a aucun intérêt alors qu'il pourrait être recyclé. Et qu'il y a une boucle, c'est pas vertueuse, mais il y a une boucle derrière quand même. Il y a une économie circulaire sur le plastique qui existe et qui est réelle. Et comme de plus en plus d'entreprises sont obligées d'utiliser du plastique recyclé, on en manque. C'est hyper paradoxal. On manque de plastique recyclé en France quand même. Ouais. C'est... Alors qu'on s'en débarrasse tout le temps. Alors qu'on s'en débarrasse dans la mauvaise poubelle. Ouais. Donc voilà, en Guadeloupe, c'était ça le problème. Le problème, c'est la collecte et ça reste toujours ça. Donc une fois que j'ai vu ça, je me suis dit, bon, comment je fais ? Le problème, c'est que je ne veux pas prendre la place des communautés d'agglomération qui font ça pour les particuliers. C'est leur rôle, c'est leur travail. Elles le font avec les moyens qu'elles ont. Donc le but, c'était surtout pas que je prenne cette place-là. Donc je me suis dit, est-ce qu'il y a un manque quelque part ? Et très vite, j'ai vu que les restaurateurs n'avaient pas les bons moyens de faire le tri, en fait. Ils ont que les bandes d'apport volontaire, les restaurateurs. Ils n'ont pas de poubelle personnelle. Pour quelle raison ? Parce qu'ils ne dépendent pas de la communauté d'agglomération. D'accord. Ok. Donc paradoxalement, ils dépendent de personne. C'est leur responsabilité de bien faire le tri. Ouais. Mais c'est pas une obligation légale non plus. Ouais. Donc on est un petit peu entre deux, quoi. D'accord. Un peu dans un no man's land de règles. Et donc, du coup, ils le font pas. Du coup, ils le font pas. Ok. Et on peut pas forcément leur en vouloir parce que selon les volumes, j'ai des gens à qui j'ai parlé du coup à la marina qui m'ont dit ils ont des volumes très très gros. Donc s'ils devaient payer quelqu'un pour se mettre devant la bande d'apport volontaire et mettre les trucs un par un comme il faut parce que la bande d'apport volontaire elle est pas faite pour, ils y passeraient leur vie en fait. Et ils auraient un employé qui ferait ça tous les jours, tout le temps, non-stop. Donc voilà. Donc je me suis dit ça et je me suis aussi dit que d'un côté c'était de la responsabilité des boîtes comme Danone ou Nestlé ou Coca-Cola ou tout qui tu veux ou Capes. Ouais. De payer pour que les restaurateurs puissent mettre leurs contenants dans les bonnes poubelles. Ok. Voilà. Mais c'est la responsabilité de ces boîtes-là. Donc, et toi, tu interviens où là-dedans ? Alors moi, le but, c'est de répondre à des appels d'offres, etc., de demander de l'argent à des fondations comme Danone peut avoir, comme Nestlé, comme ils ont tous, pour leur dire, j'ai monté un projet. Moi, je fournis les contenants aux restaurateurs. Je trouve une entreprise où je prends quelqu'un en réinsertion qui va aller récolter ces poubelles-là et les emmener chez Ecodec pour que tous ces contenants-là aillent dans la bonne boucle de réutilisation des déchets. Donc, tu réponds à des appels d'offres. Tu t'es positionné là-dessus. Exactement. Okay. Sauf que ça, c'est ce que je voulais faire à la base. Mais pourquoi ne pas directement travailler avec les restaurateurs Personne n'est prêt à payer, en fait. D'accord. Il n'y a pas d'argent. Et les boîtes comme Danone et les fondations dont tu parles, elles ont une activité aux Antilles, en Guadeloupe ? Alors oui, regarde, j'ai de la Volvic là. Ouais, c'est pas bien. C'est pas de l'eau minérale d'ici. Mais c'est de la Danone. C'est de la Danone. C'est pour ça. Ouais, d'accord. Voilà. Le problème, c'est que moi, je veux bien demander à Capes, mais qui a l'argent entre Danone ou Capes, à ton avis ? Oui, c'est vrai. Moi, je demande aussi de l'argent à ceux qui en ont, mais Danone est exporté et toutes les grandes marques on est en France ici. Hein. Ouais. Donc en fait, on a l'exportation. Comme ça dépend de la France, tu peux demander au restaurant, tu peux demander de les biens. Ils en ont. Oui, bien sûr, ils en ont, bien sûr. À partir du moment où il y a la marque qui est présente, et Coca-Cola, ils ont quasiment toutes les marques de canettes que tu vas trouver, etc. Donc à partir du moment où ils vendent leur marque, c'est aussi leur responsabilité d'aider. D'accord, ok. Il y a d'autres organismes dont c'est la responsabilité, comme Citeo, anciennement Éco-Emballage, etc., etc. Il y a beaucoup d'acteurs en fait, qui peuvent aider dans ce système-là. Mais le problème, c'est que les restaurateurs n'ont ni le temps ni l'argent, surtout pas après le Covid, là, clairement, pour pouvoir faire ça. Donc si c'est pas, entre guillemets, les fournisseurs, les producteurs et les distributeurs qui distribuent ce genre de choses qui payent, personne ne va payer, vu que c'est hors communauté d'agglo. Ouais, ok. Ouais. Et bientôt, les restaurateurs vont être obligés légalement de le faire. Ouais. Il y a un projet de loi qui est en cours. Donc, du coup, là, toi, ça y est, tu as trouvé ton positionnement ou pas, là, du coup ? Alors, non, parce qu'en fait, j'ai commencé à faire ça. Ouais. J'en étais là. Ouais. En parallèle, j'ai voulu faire autre chose
parce que je trouvais ça intéressant parce que de toute façon ici j'ai remarqué c'est quand tu arrives ici tu as toujours 40 000 projets en même temps, mais j'ai compris pourquoi. Un seul projet tu t'en sors pas, et puis même c'est intéressant parce qu'un autre projet va t'amener d'autres points de vue, etc., etc. C'est l'évolution un petit peu de ton premier projet. Donc celui-là je l'ai toujours, c'est toujours en cours. Mais en parallèle j'ai aussi proposé du consulting pour les bureaux, pour des entreprises, etc. J'étais en contact avec Pôle emploi avant le confinement pour faire aussi chez eux de la gestion des déchets, en fait, pour les aider à le faire. Parce qu'à l'heure actuelle, ils le faisaient que sur le papier. Et eux, ils ont une obligation légale de commencer à le faire sur tous les déchets jaunes. Et même de manière générale sur tous leurs déchets, en fait. Ils doivent avoir une gestion des déchets interne. Et le but, c'est même d'aller plus loin que ça. C'est aussi de faire aussi tout ce qui est engagement et convaincre, en fait, les gens qui travaillent dans ce genre d'entreprise de bien le faire dans l'entreprise et pourquoi il faut bien le faire, de manière aussi à ce qu'elle le fasse aussi chez elle derrière. Parce qu'il y a un moment, quand on voit les déchetteries à ciel ouvert quand même ici, il faut que les gens aussi apprennent à trier leurs déchets et se sentent concernés par le sujet, en fait. Donc ça, c'était quelque chose que j'avais développé juste avant le Covid. Et après, on a eu le Covid. Bah oui. Donc là, on est en mars. Donc ça, t'as fait tout ça jusqu'à avril, Ouais, jusqu'à avril. D'accord. J'avais commencé l'année dernière un petit peu quand même. C'est le ça. diagnostic et tout ça, j'avais commencé l'année dernière. D'ailleurs, Danone m'avait aidé dans mon projet. Donc pour l'instant, tu en es à quelle phase du projet du coup? Tu en es l'ordre de l'idée, du positionnement, Alors le premier, j'en suis à répondre aux appels d'offres. Le deuxième, j'en étais à faire des devis pour proposer du consulting, mais là pour l'instant, voilà. Par contre, j'ai trouvé des partenaires qui pourraient proposer ce genre de service aussi. Donc moi, j'ai déjà il n'y a plus qu'à, mais il faut trouver des clients maintenant. Et après, le spot est arrivé. Ouais, c'est ça. Alors, moi, j'ai juste une question avant de parler du spot. Je me demandais si les acteurs avec lesquels tu allais travailler, donc les acteurs finaux, étaient vraiment concernés par cette notion de gestion des déchets. Alors oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que bien sûr, personne ne va te dire l'environnement, c'est de la merde, je ne vais pas en faire. Évidemment. Je n'ai pas eu ça encore pour l'instant. Mais par contre, je pense qu'il y a les deux. Ils ne savent pas comment faire. Et ils ne voient pas encore l'importance. Mais tout ça, c'est avec le temps. Je veux dire, tu reprends la métropole il y a 10 ans ou même certaines personnes, ça dépend de... Si tu as même moi, au départ. Moi, c'est Danone qui m'a inculqué une vision environnementale, paradoxalement. Avant, je ne me posais pas de questions. Il y a beaucoup de gens qui ne se posent pas de questions. C'est plus simple quand tu ne te poses pas de questions. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais par contre, si tu viens vers eux, tu leur expliques un peu le process, vraiment du début à la fin, où va ta bouteille, pourquoi, où vont tes déchets, qu'est-ce que ça fait derrière, les gens, ils veulent savoir. Après, il y a aussi beaucoup de fausses rumeurs, etc. ici. Qu'il faut désamorcer, du coup. Il faut expliquer, il faut éduquer, il faut informer. Il faut beaucoup informer ici. Oui, effectivement. Dans tous les domaines. Hein. C'est ça. Donc, voilà. Et d'accord. Donc, du coup, le spot, maintenant. Le spot, parce que tu dis mois d'avril, mais le spot, ça fait un moment. Depuis que tu arrives en Guadeloupe en janvier, et moi, je travaillais, je l'utilisais. Moi, j'étais cliente du spot au départ. Donc, je découvre le spot avec un ami, Bruno, ici, il m'emmène. Et il me dit, tu vas voir... Merci Bruno. Tu peux bosser ici, si tu veux, etc. Ils font des forfaits, etc. Donc, je prends un forfait au mois et je me dis, tous les mois, quand je reviens, je viens bosser au spot parce que ça m'aide à avoir un réseau. Ça m'aide à rencontrer les bonnes personnes. Jordan a un gros réseau, beaucoup de gens ont beaucoup de réseaux, donc forcément quand je parle de mon projet, les gens ont envie de m'aider, donc ils me donnent beaucoup de contacts. Jordan qui est le cofondateur donc, du spot. Exactement. Ouais. Et en plus, c'est le genre de projet qui est totalement en accord avec les valeurs du spot. Exactement, puisque c'est très développement durable et que le spot essaye d'être zéro déchet, etc. Et du coup, donc au départ, même si je lui dis que je viens de Danone, qu'il y a eu quelques petites... voilà. J'imagine sa réaction à Jordan. Après, très vite, il a compris pourquoi je venais ici. Et du coup, de fil en aiguille, je rencontre les bonnes personnes. Et voilà, le spot, j'y viens pour travailler au départ. Je suis cliente. Au fur et à mesure, je me dis qu'il y a quand même une super communauté au spot et que si je peux aider, c'est sympa. Donc, je deviens ce qu'on appelle au spot membre actif. Donc, on est 10, dont toi aussi. Et on aide un petit peu sur les horaires. En échange, on ne paye plus l'abonnement, etc. Et ça, c'était avant le Covid. Et tout allait bien avant le Covid. Tout allait bien avant le Covid. Et après le Covid, pendant le Covid, du coup, à la fin, Jordan et Cassandre nous annoncent qu'ils partent. C'est ça. En août. La cata, du coup. Parce que moi, le spot était quand même une des raisons pour lesquelles j'étais venue en Guadeloupe. Ouais. Je me dis, c'est pas possible de fermer un lieu comme ça. C'est le seul en Guadeloupe. Ce qui s'y passe est super. Ça prouve qu'on peut avancer et faire les choses d'une
d'une bonne manière, sans prendre de raccourcis, etc. et qu'on peut les faire bien. Et c'est vraiment un lieu d'échange et de synergie. Donc vraiment, je veux pas que ça ferme. Et du coup, j'harcèle un petit peu Jordan quand même. Donc tu le harcèles pour savoir Qu'est-ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il décide. Je le sens pas, il sait pas, clairement, au départ. Et du coup, je lui dis, mais tu peux pas fermer, il faut trouver un moyen de le garder ouvert, etc. etc. Il me dit, bon, ok, je vais réfléchir. Et donc, Jordan réfléchit. Bon, Jordan réfléchit très vite, donc ça n'a pas pris très longtemps. Et très vite, il se dit, bon, bah ok, écoute, si tu veux, avec plusieurs personnes, on peut monter une équipe pour, en fait, que le spot continue. Ouais. Et du coup, c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Ouais. Ça, c'est depuis la fin du confinement. Ouais. Voilà. Et du coup, c'est quoi le nouveau spot ? Alors, le nouveau spot, c'est le même que l'ancien. Sauf qu'au lieu que Jordan... Same but different. Voilà, same but different. Okay. En fait, l'idée, c'est de garder les valeurs. Clairement, il est hors de question de changer les valeurs du spot, qui sont du coup développées, en fait, tout ce qui est auto-entrepreneuriat dans la Caraïbe, avec une grosse valeur sur le développement durable, le numérique et le local. Gros développement du local. Donc l'idée, c'est de surtout pas changer ça, vraiment, et de rester un lieu de synergie, d'entraide, etc. On est une association, hein. Donc on n'est pas une entreprise. Ce qui fait beaucoup de différence et ce que les gens ont beaucoup de mal à comprendre. On a un modèle en fait qui se fait pas ailleurs. La plupart des spots de coworking sont des entreprises. Et du coup, ça change beaucoup de choses. Ça change le fait qu'on peut, entre guillemets, oui, d'un côté choisir nos clients, en fait, choisir l'atmosphère et les gens qui viennent au spot. Et créer une synergie très positive, très bienveillante, etc. Sauf que le spot ne peut aussi continuer que si on a aussi des rentrées financières. Donc du coup, il y a beaucoup de travail à faire avec les sponsors actuels et futurs, etc. Il y a beaucoup de projets dans la tête de Jordan qu'on essaie de concrétiser, parce que maintenant qu'on est 4, donc du coup Jordan s'en va, mais il va rester au spot. Et du coup, il y a Rachel Lolia, Yannick Jotam et moi, du coup, qui reprenons le spot tous les 4 ensemble. Ouais. Et Jordan restera une espèce de président remote, quoi. Exactement, et il nous aidera aussi à l'international. Ouais. Ok, et quel sera ton rôle, toi, dans la nouvelle équipe du spot ? Moi, je gère tout ce qui est opérationnel, donc tout ce qui est logistique, donc plutôt le lieu en lui-même, si on fait des modifications, comment ça fonctionne, etc. Très terre à terre, d'être sûr qu'il ouvre le matin, qu'il ferme le soir et que tout soit OK dans le meilleur des mondes. Un petit peu les offres, la partie coworking. Et après, il y aura une partie du coup appel d'offres. Il y a aussi le melting spot à l'entrée qui est le corner des créateurs. Ouais. Et une partie formation, mais ça c'est plutôt Rachel, Jordan et Yannick. Après, il y a une partie team building qu'on va mettre en place. On a beaucoup de projets, donc au fur et à mesure. Et comment vous répartissez les rôles justement pour ne pas vous marcher sur les pieds c'est Jordan qui a une vision déjà, parce qu'à la base, nous on se connaît pas. Hein, donc, moi je connais pas Rachel et Yannick. Je les ai vus. J'avais jamais vu Rachel. J'avais vu Yannick au spot. Ouais. Mais je le connaissais pas personnellement. Mais Jordan nous connaissait tous. Yannick était le premier client du spot. Oui. Effectivement, Yannick, c'est un mur au spot maintenant. Yannick n'est plus là, le spot tombe. Et donc, en fait, Jordan avait une vision, et du coup, il nous a expliqué sa vision, et sa vision était très juste, parce que Jordan sait très bien cibler les gens. Donc, en fait, on ne se marche pas dessus parce qu'on ne veut pas la même chose. Ouais. Et on n'a pas les mêmes compétences, et on n'a pas la même façon de faire, etc. Donc, moi, je veux aussi beaucoup être sur l'intrapreneuriat en tant qu'ancienne salariée. Très salarié. Et du coup, on est tous très complémentaires en fait. Et on se divise parce que Yannick va faire toute la partie commerciale et lui, il sera plutôt vraiment directeur général. Donc tout ce qui est recrutement aussi, etc. Vu que c'est en plus son métier. Rachel fait toute la partie communication, beaucoup. Visuel, etc. Et moi, je fais plutôt le lieu. Ouais, logistique, le lieu. D'accord. Chacun ne veut pas prendre le travail de l'autre, donc c'est parfait. Ouais. Et ça se passe bien pour l'instant, ça... Ouais, moi, je suis ravie d'avoir retrouvé une équipe. Je me sentais un petit peu seule dans mes projets avant. Donc non, je suis hyper contente d'avoir retrouvé une équipe, des collègues. Et c'est vrai que le spot coworking est le projet qui est le plus concret pour l'instant. C'est pour ça que j'ai mis les autres en stand-by. Mais ils sont en stand-by, oui et non, parce qu'en fait, le spot m'aide aussi, de par sa manière de fonctionner, ses partenaires, etc., à avancer dans mes autres projets. Mais pour l'instant, déjà, on fait la passation et on fait en sorte que tout se passe bien avant que Jordan parte. Et voilà. Est-ce que tu coaches un peu Jordan sur comment quitter ses équipes pour que tout aille bien ? Alors, je le coach pas vraiment, Jordan. Il n'a pas besoin vraiment d'être coaché, Jordan. Il apprend très vite tout seul, de ce que j'ai remarqué.
Au départ, on le sentait qu'il avait un peu du mal à nous lâcher les trucs, mais maintenant plus du tout. Hein. Maintenant, c'est débrouillez-vous, c'est bon, juillet, c'est vous, moi je suis plus là. Faites comme si j'étais pas là. Ouais. Mais il est toujours là s'il y a besoin. Ouais. Mais un peu comme un chef, en effet, qui verrait son équipe bienveillante et qui se dirait, voilà, ils sont sur la bonne voie, tant qu'ils n'ont pas besoin de moi, je suis pas là. Ouais. Donc, non, mais on se coach tous les uns les autres, en fait. C'est très bienveillant, vraiment. On ose se dire les choses. Donc, quand il y a eu, entre guillemets, pas des dérapages, mais des choses où on s'est dit, bah là, on n'est pas d'accord, ou là, on devrait pas faire ça. Enfin, on en parle vraiment très librement. Voilà, on fait souvent des réunions, peut-être un petit peu trop. Et donc, non, ça se passe très bien. Ça se passe très bien, ouais. Ok, super. Moi, j'apprends beaucoup. Hein, là, en dehors de ma zone de confort, moi, j'étais salariée pendant 10 ans, donc me retrouver non, là, je pense que là, tu es une... oui, bien sûr. Tu passes de la direction d'une usine à une direction d'un espace de coworking en Guadeloupe. Je pense que voilà, ça serait intéressant d'avoir le retour de tes collègues, j'allais dire anciens collègues, c'est pas forcément des anciens puisque tu es encore chez Danone, mais d'avoir leur retour, de voir ce qu'ils en pensent. Ouais, ce serait intéressant. Ouais. Ils étaient tous très fiers en fait de ce que j'ai fait, mes collègues chez Danone. Il y en a beaucoup qui auraient aimé faire pareil que moi, mais qui n'ont pas pu ou qui n'ont pas osé ou qui l'ont pas fait en tout cas. Mais ils sont rigolos. Tous, ils m'ont dit, mais tu vas réussir, t'as une tête d'auto-entrepreneuse, il n'y a pas de problème et tout. Et moi, j'étais là, ouais, ok, on verra. Mais tu as l'air effectivement d'être quand même, toi aussi, quand tu sais que... Quand tu as un truc en tête, à partir du moment où tu l'as bien ficelé quand même, parce que j'ai bien compris que tu n'es pas une tête brûlée, hein, tu vas quand même configurer le truc, mettre en place des choses, mettre en place des sécurités. Mais une fois que c'est fait, là, tu fonces quand même. J'ai pas de problème à foncer. Mon problème, c'est travailler seul. Ça, c'est un gros problème, vraiment. Ouais. Mais entreprendre des nouvelles choses, j'aime bien. Hein. Je le faisais déjà dans mon ancien boulot, en fait. Mais plus avoir de chef et travailler seul, ça peut être compliqué pour moi. D'accord. Moi, j'ai jamais eu de problème avec le fait d'avoir des chefs. Je sais que beaucoup d'autres entrepreneurs me disent, moi, je veux pas retourner salarié, je veux pas qu'on me dise où aller. Ouais. Mais vu que moi j'ai toujours pu dire à mes chefs non, vaudrait mieux qu'on aille par là, et ils m'ont toujours écouté, j'ai jamais vu ça comme un poids. Mais après, voilà, le problème de valeur, par contre, c'est sûr que le spot, le problème de valeur, clairement, c'est l'inverse. C'est plutôt, il faut que ça continue parce que ça correspond tellement à mes valeurs que si un lieu comme ça disparaît, là, ce serait un peu un échec quand même, un peu. Ouais. Quand même. Ok, super. Parlons windsurf, Maïté. Très bien, tu as 3 heures devant toi. Alors, windsurf, on a bien compris que c'est de la planche à voile. Hein. C'est moins sexy quand on dit planche à voile. Donc... on peut dire funboard si tu veux. On peut dire funboard aussi, ok, d'accord. Et alors, pourquoi le windsurf d'où ça te prend? Depuis quand tu en fais? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Alors, j'avais, je pense, 13 ans. Mes parents voulaient absolument que je fasse du sport. J'étais pas du tout sportive. En plus, t'as grandi en région parisienne. Ouais, donc il n'y a pas du tout la mer en région parisienne. Non, mais il y a des lacs. T'as commencé le windsurf sur des lacs? Oui. Oh mon Dieu. Oui, pour ici, c'est très choquant. Pour les gens qui en ont, c'est comme un mec qui commence d'en faire, tu sais, au collège. C'est comme un mec qui commence la plongée sous-marine dans une piscine. C'est quoi. ça, tu c'est vois, exactement ça. Okay, c'est exactement ça. Okay. Mais en fait, j'ai commencé... Mes parents voulaient que je fasse du sport. Ok. Et moi, mais ils m'ont fait les trucs de région parisienne, donc tennis, ping-pong, le basket, la GRS, tout ce que tu veux. Enfin, voilà. Il n'y avait rien qui m'allait. Ce qui étant maladroite, ayant un problème avec les distances, avec les balles, enfin bon, ça allait pas. Et pas sportive. Et un jour, j'ai découvert en vacances la planche à voile. Et ça m'a beaucoup plu. Pourtant, il y avait énormément de vent, il y avait des conditions très difficiles, des anémones partout. Mais ça m'a plu et j'ai dit à mes parents, je veux faire ça. Simple donc, pour eux, en région parisienne. Et ils ont trouvé un club quand même. Il y avait des clubs en région parisienne qui proposaient de la voile et de la planche à voile. Donc j'ai fait ça. En février quand même et en avril, on allait en Bretagne pour faire des stages. Et tous les week-ends, on faisait samedi entraînement, dimanche compète. Parce qu'il y a plusieurs lacs en région parisienne. Donc je fais le tour de tous les lacs. Bon, il n'y a jamais de vent certes, mais c'est pas grave. C'est ce que j'avais demandé. Non, parce que c'est de la planche à voile. C'est le truc que tu vois aux Jeux Olympiques, tu vois, avec la dérive et tout ça. Et donc je fais ça jusqu'à mes 17 ans. Je fais des championnats de France que je ne gagne pas, mais je les fais. Non, mais c'est super déjà. Ouais, et puis bon, en termes d'état d'esprit, t'apprends beaucoup quand même. Hein. Ouais. Puis t'es avec tes potes, c'est cool. Enfin, tu vas à la mer, tu voyages. Et puis ça doit te donner un petit côté fun auprès de tes copains. Oui, c'est ça. Ouais, c'est clair, c'est sûr. Tu sors du lot. Moi, je faisais la harpe en plus, donc harpe, planche à voile, tu te dis, la fille est bizarre.
La fille a vraiment voulu embêter ses parents, en fait. Ah ouais, ok. Et après, j'ai arrêté pendant 10 ans. J'ai fait mes études supérieures, j'ai fait mon boulot avec mes déplacements en mode 2-3 semaines par mois à l'autre bout du monde. C'était merveilleux, mais je pouvais plus faire de planche. Et il y a 4 ans, j'ai voulu reprendre. 3-4 ans, j'ai voulu reprendre. J'ai repris, au fur et à mesure, j'ai repris dans des lacs, parce que c'est sécurité. Bah oui, voilà. oui. Et quand j'ai été assez bonne pour faire en dehors des lacs, j'ai repris dans la mer. Et là, ça a été la débandade. Là, ça a été n'importe quoi. Au lieu d'en faire une fois tous les 2 mois, j'en ai fait tous les week-ends. Tous les week-ends, tu partais en Bretagne ou tu partais ou pour faire dans le Nord, ou dans le Cotentin, Ok. ou en Normandie, où tu veux, pour faire de la planche. Donc on est une grosse communauté de planchistes en région parisienne, paradoxalement. Ça s'appelle le Kiff Member. Et on a un blog et tout ça. Et en fait, on communique, on fait du covoiturage et on va tous ensemble faire de la planche à voile. Et ça m'a amené des nouveaux amis et ça m'a amené un détachement par rapport au travail. Ouais. Parce que j'ai quand même fait un petit burn-out à cause de mes déplacements à un moment. Et du D'accord. coup, ça m'a amené vraiment un recul qui fait que j'étais plus efficace au travail. Mais que le week-end, j'allais faire de la planche à voile, quoi. D'accord, super. Et du coup, quand j'ai découvert la Guadeloupe, c'est sûr qu'habitant sur une île... Oui, parce que la Guadeloupe, c'est quand même... ouais, j'imagine qu'il doit y avoir plein de spots très sympas. Ouais. Il fait beau tout le temps. Ouais, il y a du vent. Plus de combinaison, parce que moi, j'en étais quand même revenue à avoir une combinaison intégrale sèche, on appelle ça. Donc, pour supporter le froid de la mer, ouais, bah ouais. Pour l'hiver. Mais malgré tout, il n'y a pas besoin de combinaison pour faire de la planche en Guadeloupe ? Non, maillot de bain, c'est bien. D'accord. Non, mais je sais pas. Un petit lycra manchon pour le soleil. Ici, tu te protèges du soleil. Oui, mais c'est ce que j'appelle une combinaison. Hein. C'est ce que j'appelle une combinaison, moi. Ok, d'accord. Combinaison, c'est un truc en néoprène qui fait entre 1 et 5 mm. Non, moi je parfois. parlais juste du truc à un lycra à manche longue. C'est déjà une combinaison. Tu peux, mais tu te protèges du soleil, dis-toi. Tu te protèges pas du tout du. C'est pas le même problème. Hein. Ouais. Ça va. Ouais, d'accord. Mais ici, il y a une grosse communauté. Elle est pas forcément plus grosse que celle que j'avais à Paris. Au contraire, elle est plus petite. Mais en effet, les gens vont naviguer tout le temps ici. Ils ont un rythme de vie très différent de ce que j'avais en métropole. Ok. Et Alors, fais rêver un peu tes anciens collègues et tes anciens amis. C'est quoi ta journée type, Maïté Non, alors ma journée type, paradoxalement, quand je suis au spot, je bosse normalement, la journée, etc. Mais en effet, c'est vrai que du coup, quand tu es auto-entrepreneur, tu peux aussi te permettre, si tu vois un coup de vent dans les 2 prochains jours, de te dire attends, tu vois avec tes collègues, est-ce qu'un tel peut te remplacer ou est-ce que tu n'as pas besoin d'être là ? Et bon, tu peux aller faire de la planche. Et avant, je partais la journée entière, parce qu'habitant à 2h30 minimum de la mer, j'en avais au moins pour 5 heures aller-retour. Là, j'ai un spot au bout de ma rue à 10 minutes en voiture. C'est pas mal. C'est pas mal. Par contre, il faut se mettre au foil ici parce qu'il n'y a pas de vent. Le vent est très faible. Au quoi, tu dis ? Au foil, c'est le truc, un énorme aileron en forme d'avion. Ah oui, d'aile d'avion où tu es en hauteur. Là. Effectivement, alors je connaissais, mais quand j'ai regardé des vidéos quand j'ai tapé sur YouTube Maïté bienvenue Windsurf, j'ai été impressionné par la maîtrise. Parce que c'est Bruno qui filme bien. Tu voles sur l'eau, Maïté, ça allait apparemment pas mal. Mais t'es obligé parce qu'il y a très peu de vent ici. Ouais. Le vent maximum monte à 40 km/h, ce qui est assez faible. D'accord. Moi, j'avais l'habitude d'aller jusqu'à 80 km/h en fait. D'accord, ok, ouais. Donc tu fais quelque chose de différent. Donc par contre, mais j'ai des amis qui sont... Et le fait d'être avec un foil, ouais. ça te fait donc ça surélève la planche. Oui. Du coup, tu vas. C'est surtout que tu peux l'utiliser à un vent plus faible que la planche à voile normale. D'accord. Ok. Voilà. Donc non, ça. Ouais. Et puis en plus ici, t'as un terrain de jeu énorme. Tu peux faire le tour. Tristan, champion local, il a fait le tour de la Guadeloupe. C'est ça. Etc., c'est quoi ta plus longue distance en planche à voile, toi ? Moi, en planche à voile, alors c'est pas forcément ici, je pense. Ouais. Dans le sud de la France, j'ai dû faire des 80 km. D'accord. Ouais, c'est peut-être 80 quand même. Je crois que je n'ai jamais atteint 100, moi. Mais bon, quand ils ont fait le tour, je sais pas combien ils ont fait, mais c'est beaucoup. J'imagine, ouais. Tu peux aller à Marie-Galante, tu peux aller aux Saintes. Ici, tu as un terrain de jeu incroyable. Et il y a des gens qui ont des très très bons niveaux. Ouais. Mais s'ils en font depuis tout petit, j'imagine. C'est ça, eux, ils en ont fait au collège, ouais. Est-ce que tu as une routine quotidienne que tu as mis en place, Maïté Non, je ne suis pas très routine, moi. Ça me réussit pas du tout. C'est pas du tout ma manière de fonctionner. J'ai essayé, rien que pendant le confinement, j'ai pas réussi. Ouais. Donc depuis, en dehors du confinement, c'est la cata. Je me fais plutôt une routine semaine, on va dire. Je me casse des choses dans la semaine. J'ai beaucoup plus d'activités que quand j'étais en région parisienne, parce que ici je fais de la salsa.
Je fais depuis peu de la batala. C'est quoi ça? C'est le tambour. Ah oui, ok. Ah oui, c'est pour pour pouvoir faire le carnaval. Carnaval, exactement. oui, exactement. Je me localise. Ouais. Et je fais du coup pas mal de planches et du yoga. Et du bateau aussi bientôt. Et du bateau, Ouais. exactement. Je vais pouvoir emmener les gens. Ok, donc pas de routine particulière, mais petit agenda personnel. En fait, j'ai une routine, je te dis par semaine, on s'est défini aussi les jours où on allait venir ou pas au spot, ce qui fait que les autres jours, je peux m'organiser d'autres choses. Je voudrais quand même continuer d'avancer sur mes autres projets. Et j'ai un dernier projet que j'ai commencé pendant le confinement, mais là, il faut vraiment que je trouve la bonne appli pour le faire, qui est de développer une appli anti-gaspillage en Guadeloupe. Ouais. Ça n'existe pas encore. Soit Phoenix, non, ça n'existe pas encore. D'accord. Ouais. Et là, voilà, on est un peu sur la dernière phase. Voilà. Okay. C'est soit je me débrouille toute seule avec Karma, soit j'arrive à travailler avec Phoenix. Ok, d'accord. Ok, très bien. Est-ce que tu as un livre, un film, un lieu qui t'inspire? Un livre, un film, un lieu qui m'inspire. Un des trois, pas les trois. Pour bien finir. J'ai lu pas mal de livres de développement personnel pendant le confinement. Et c'est vrai que oui, c'est intéressant à faire, s'il y en a qui veulent. Un spécial, non, pas forcément. J'en ai aucun qui me vient en tête, c'est que ça doit pas être dingue. Un lieu, la Guadeloupe, c'est bien. La Guadeloupe, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. J'encourage les gens à venir en vacances. C'est pas mal. Ou plus. C'est pas mal, c'est vrai. Et enfin, si on veut te contacter, Maïté. Alors, si on veut me contacter, moi, ouais. j'ai un Facebook, Maïté Bienvenue. J'ai un Instagram, Malité87, où il y a des photos de planche à voile, vous ne pouvez pas vous tromper. Et sinon, voilà, c'est déjà pas mal. J'ai une adresse mail aussi. T'as pas un compte LinkedIn? Si, j'ai un compte LinkedIn, bien sûr. Maïté Enfin. Bienvenue. Exactement. Je n'ai pas encore dit que j'avais quitté, que j'étais en stand-by de Danone, d'ailleurs. Et pour contacter le spot aussi, il y en a une adresse Gmail ou un Facebook. Donc, l'adresse Gmail, c'est lespotco, lespotco @gmail.com. Et c'est aussi une manière de me contacter, vu que c'est moi qui, entre autres, qui lis les mails. Ouais. Et il y a un site aussi. Il y a un site, ouais. Un site. Comment il s'appelle? Je ne sais même pas comment il s'appelle le site. C'est Coworking Guadeloupe. Ok. Mais il suffit de taper le spot Coworking Guadeloupe dans Google et c'est bon, on tombe dessus. Et puis le spot est aussi très actif de toute façon sur les réseaux sociaux, donc c'est ça. Facebook, Instagram, on nous trouve très facilement, quoi. Donc, écoute, super. Je te remercie beaucoup, Maïté, pour cette petite heure que tu m'as consacrée. Avec plaisir. Bravo pour ton parcours. Et moi, j'ai très hâte de voir ce que le spot va devenir. Moi aussi, je continue l'aventure du spot, à ma manière. Hein, donc, je contribue avec justement ce podcast, tout ça. Exactement, ouais. Mais en tout cas, c'est une super aventure et on espère tous qu'elle continuera très longtemps comme ça, quoi. Tout à fait. Donc, voilà. Écoute, super. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. Et écoute, à très bientôt sur Orezone ou au spot. Voilà. Ça marche. Ok, à bientôt Maïté. Salut, bye. Fin de l'épisode. Merci beaucoup Maïté pour cet échange si constructif. Si ça vous a plu, partagez, likez et commentez à tout va. Orezone est disponible sur à peu près toutes les plateformes de podcast, sur Facebook et sur Instagram. En attendant, prenez soin de vous, gardez vos distances et sortez couverts. À très bientôt.